Bienvenue à ce Caliment en aparté qui vous est proposé par le Carnot Caliment. Donc moi-même, Catherine Renard et Nadège Roche à côté de moi. Donc pendant que vous entrez tous, je vais faire quelques petits rappels en termes d'organisation. Donc c'est un webinaire sur un format assez court puisqu'on a prévu de finir à 13 heures. On va commencer par, une séquence d'exposés. Et puis, vers midi et quart, midi et demi, on passera à une séquence de questions. Ce que je vous propose, par contre, c'est si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure des exposés, vous les posez sur le chat et je me ferai le relais de vos questions à la fin des exposés. Le webinaire est enregistré, mais uniquement la partie présentation. Vos questions et les réponses ne le seront pas. Donc, je vais tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a organisé ce webinaire? Nous savons tous qu'il est difficile, en fait, d'identifier l'arôme d'un aliment à partir de sa composition en molécules volatiles, et ce, malgré tous les avancées qui ont pu être faites en termes analytiques. Donc, on est sur un sens qui est plus complexe à appréhender d'une façon instrumentale que ne peut l'être, par exemple, la couleur ou la texture. Et une des raisons qui a été identifiée pour cette difficulté, ce sont les interactions entre les arômes et entre les arômes eux-mêmes, les molécules elles-mêmes, et également les interactions entre la perception des molécules volatiles et entre les modalités perspectives. Donc, avant de passer aux présentations, d'abord quelques mots pour... tu peux avancer, s'il te plaît, pour vous présenter le Carnot Caliment et puis nos intervenantes de ce matin. Donc, Carnot, c'est un label qui est donné par le ministère de l'Éducation et de la Recherche à des groupements de laboratoires et d'instituts techniques, et ce pour deux raisons. C'est-à-dire que ce sont des laboratoires ou des instituts techniques qui ont à la fois une expertise scientifique forte, qui est validée notamment par des publications, et puis une activité partenariale, donc ce sont des gens qui ont l'habitude de faire à la fois de la recherche et de traduire ces résultats ou de conduire des projets de recherche avec les industriels pour répondre à leurs questions. Donc, le but du dispositif Carnot, c'est ça, c'est de promouvoir et faciliter la recherche partenariale publique-privée pour aller vers l'innovation des entreprises. Et plus spécifiquement, ce matin, nous, le Carnot Caliment, nous sommes la porte d'entrée pour les entreprises vers la recherche publique en alimentation humaine. Le Carnot Caliment, ce sont 13 entités qui dépendent de 12 tutelles, donc des entités qui sont réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain et donc qui fonctionnent en réseau avec trois thématiques principales. La première concerne les nouvelles protéines, les ferments fonctionnels et les probiotiques. La deuxième concerne le développement durable, l'évolution de la demande sociétale et comment les industries agroalimentaires peuvent s'y adapter. Et la dernière thématique, qui est celle qui est concernée par le webinaire de ce matin, c'est ce qui va concerner l'alimentation pour des populations spécifiques et la qualité nutritionnelle et la qualité sensorielle. Donc, pour revenir à la question qui est posée aujourd'hui, le rôle des interactions entre arômes et entre modalités perceptives, nous avons mobilisé deux chercheuses du réseau Caliment, qui sont Carole Prost. Carole est professeure au GEPEA, ONIRIS à Nantes, et Charlotte Sinding, qui est chercheuse INRAE au CSGA à Dijon. Carole, Charlotte, je vous laisse vous présenter.
Alors bonjour, donc je suis Carole Prost. Donc comme l'a dit Catherine, hein, merci pour cette introduction. Je suis professeure à Oniris. Donc Oniris, c'est l'école nationale vétérinaire agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique. Donc on est situé à Nantes. Donc on forme des élèves ingénieurs et des vétérinaires. Et puis je réalise ma recherche au sein du groupe UMR CNRS GEPE. Alors ça fait très longtemps que je travaille sur les arômes, ça fait plus de 25 ans puisque ingénieur agro Paris-Tech de formation, j'ai obtenu un doctorat sur les arômes des produits céréaliers de cuisson. Puis, une fois que j'avais intégré la structure et la fonction d'enseigneur-chercheur, j'ai eu une habilitation à diriger des recherches sur les arômes des produits de la mer. Et puis, j'ai été responsable donc, de la création et du développement de la plateforme Flavor, donc, qui est située à Oniris. Donc aujourd'hui, Flavor, c'est plus de 1000 mètres carrés dédiés à l'évaluation sensorielle et à l'analyse instrumentale des arômes et des composés volatiles. Et donc, on travaille avec de nombreux industriels et on développe différents produits de programmes de recherche. On accueille des doctorants sur cette plateforme. Merci Carole. Charlotte, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Charlotte Sinding, je suis chercheuse au CSGA et chercheuse INRAE. Et je travaille sur la perception de la flaveur. Donc, comme l'a indiqué Catherine, on travaille vraiment sur ces aspects d'interaction entre précisément les odeurs et les goûts. Voilà, je m'intéresse à ces aspects avec une discipline, les neurosciences, qui permettent donc de voir les mécanismes cérébraux qui sont mis en place pour avoir une représentation mentale de l'aliment la plus précise possible. Et je m'intéresse aussi à des aspects de population spécifiques, puisqu'on regarde les modifications de ces mécanismes chez des personnes obèses et normopondérales. Et un dernier petit point qui est aussi intéressant, c'est qu'on travaille sur les aspects d'apprentissage qui sont à la base de cette perception de la flaveur, et notamment du lien entre le goût et les odeurs qui sont en jeu. Merci beaucoup Charlotte et Carole pour ces présentations. Donc pour commencer, si j'ai bien compris, il est important de préciser quelques points de vocabulaire pour bien savoir de quoi on parle quand on dit goût. Tout à fait. Alors, je vais déjà commencer effectivement avec un peu de la terminologie autour de la flaveur, parce que ça permet vraiment de comprendre quels sont les mécanismes qui sont mis en place. Et on va voir qu'ils sont assez nombreux pour percevoir ce qu'on appelle communément le goût et ce que nous appelons scientifiquement la flaveur. Donc, pour les trois prochaines slides, j'ai fait une représentation avec ce qui nous parvient du monde extérieur, donc dans le carré bleu, ce qui va transiter donc au travers de nos récepteurs, et on aura ensuite une interprétation par le cerveau, et on aura finalement une perception qui sera établie. Donc, en ce qui concerne la perception des odeurs, Non, Charlotte, on ne t'entend pas. Charlotte, on ne vous entend pas. Oui, vous m'entendez là? Très bien, oui. Oui. Ça vient juste de couper, non? Vous avez entendu le début, je suppose. OK. Donc, ce qui nous parvient du monde extérieur, ce sont les odorants. Donc, les odorants, ce sont des molécules porteuses d'un ligand des récepteurs olfactifs qui ont un certain nombre de propriétés connues, donc notamment une volatilité assez importante. Donc, ce sont des petites molécules volatiles. Ils ont une structure chimique qui va pouvoir être déterminée, bien sûr, et elles seront présentes dans une certaine concentration. Donc, je vous ai mis ici deux exemples, le benzaldéhyde et le cinamaldéhyde. Ces molécules, elles vont se libérer lorsqu'on déguste un aliment dans la cavité buccale, puis remonter par le nasopharynx par la voie rétronasale jusque dans les fosses nasales, et elles vont pouvoir se connecter aux récepteurs olfactifs. Donc ça, c'est la voie rétronasale lorsqu'on déguste les aliments. On peut aussi bien sûr sentir les aliments et avoir la perception de ces volatiles par la voie orthonasale. Donc ces odorants vont se fixer sur les récepteurs olfactifs et ils vont être ensuite interprétés par le biais de notre cortex olfactif en termes d'odeur ou d'arôme. Donc les termes odeur ou arôme, on les réserve vraiment pour ce qui est lié à la perception.
Donc, pour définir ces termes, on peut dire que c'est une interprétation par le cerveau d'un odorant qui se réfère à un objet. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sémantique propre pour les odeurs ou les arômes. On a une sémantique propre pour les couleurs, par exemple, bleu, rouge, etc. On n'a pas de termes spécifiques pour les odeurs. On les définit à partir de l'objet duquel ils proviennent. Donc, pour juste faire une petite distinction entre odeur et arôme, on parle d'odeur lorsqu'on les perçoit par la voie orthonasale, donc ça peut être des parfums ou des odeurs alimentaires, et on parle d'arômes qui vont être là vraiment spécifiques des aliments lorsqu'on aura une perception par la voie rétronasale. Ensuite, ces odeurs et arômes, elles ont des propriétés aussi, que sont la qualité. Donc là, on va parler de l'objet odorant. Donc, on a ici les exemples des objets odorants qui vont être élicités par le benzaldéhyde et la cinamaldéhyde, donc l'amande ou la cannelle. Ils auront une intensité propre et une hédonicité, donc une appréciation. Ensuite, lorsqu'on va parler du goût, on sera ici sur ce qui nous parvient à partir des molécules sapides et ce qu'on va percevoir avec les papilles gustatives sur la langue. Donc, ces molécules, elles sont aussi porteuses d'un ligand spécifique des récepteurs gustatifs, donc elles ne peuvent pas se fixer sur les récepteurs olfactifs. Elles ont aussi des propriétés spécifiques, donc une certaine solubilité dans la salive, des propriétés chimiques, elles aussi connues, et elles sont présentes dans une certaine concentration. Donc, on a ici l'exemple du sucrose et de la quinine. Elles vont ensuite donc être perçues par les papilles gustatives et donner lieu à la perception d'un goût, ce qu'on appelle aussi saveur. Donc là, il n'y a pas de différence entre ces deux termes. Donc, ces goûts, ce sont une interprétation par le cerveau de ces molécules sapides et elles ont elles aussi les qualités, comme on l'a vu pour les odeurs, que sont la qualité de l'objet perçu, donc soit salé, sucré, amer, acide ou umami. Donc ça, ce sont les 5 saveurs connues à ce jour et identifiées comme étant des saveurs. Elles ont une certaine intensité et une certaine hédonicité. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la perception de la flaveur, qu'on appelle communément le goût. Cette flaveur, ici, vous voyez que je n'ai pas mis de petit encart bleu puisqu'il n'y a pas de molécule dédiée pour la flaveur. C'est en fait une association entre les odeurs et les goûts. Donc la flaveur, elle est créée dans notre cerveau et il n'y a pas de base chimique propre à la flaveur. Donc, on peut la définir comme une représentation mentale unifiée de l'aliment à partir des sens chimiques. Elle requiert l'intégration cérébrale à minima de l'odeur ou arôme et du goût. Donc, ce qu'on peut voir sur cet exemple, c'est que pour chacune de ces perceptions, on a des cortex ici qui sont bien distincts. Donc, il n'y a pas d'interaction de zones vraiment similaires entre ces deux modalités sensorielles. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que certaines odeurs vont être associées avec des goûts et ça va être intégré dans des zones dédiées, les zones de la flaveur. Et donc, cette flaveur, il y aura une qualité qu'on appelle multimodale, qui est vraiment une qualité unifiée, intégrée de l'odeur et du goût. Donc, on aura par exemple l'odeur et la flaveur d'un poulet rôti, la flaveur d'un cannelé, etc. Là aussi, il y aura une intensité propre, une hédonicité. Il y a d'autres propriétés qui sont notamment la localisation en bouche. Donc, il se trouve que la flaveur, on a beaucoup de difficultés à percevoir que l'olfaction participe à la perception de la flaveur. Donc ça, c'est notamment, j'en ai pas parlé ici, mais notamment dû au fait qu'il y a une perception aussi de la texture en bouche et que cette perception de la texture induit une localisation de la flaveur en bouche et non pas dans le nez. Et ensuite, une autre propriété qui est assez intéressante et dont je vais vous parler dans les prochaines slides, c'est qu'il y a aussi un renforcement de la saveur par l'odeur. Donc, certains arômes, lorsqu'ils ont été intégrés préalablement sous forme de flaveur, vont être capables d'aller réactiver cette flaveur lorsqu'ils seront sentis. Et cette flaveur va ensuite aller par une voie de rétrocontrôle activer des zones gustatives. C'est pour ça qu'on aura notamment la perception sucrée lorsqu'on sent une odeur de vanille, bien que la vanille ne stimule aucunement les récepteurs gustatifs sur la langue. Voilà donc un peu pour les bases autour de la terminologie, puis je vous ai présenté un peu les mécanismes qui sont autour
de la flaveur. Et je vais passer maintenant la parole. Merci beaucoup, Charlotte. Et du coup, pouvez-vous nous expliquer ce qui est responsable de l'odeur ou de l'arôme des aliments? Oui, alors je vais prendre la relève. Donc, je vais vous parler, moi, de composés volatiles, puisque ces molécules, comme vient de le préciser Charlotte, sont très importantes dans la perception intégrative donc, de la flaveur. Alors, des composés volatiles, tout d'abord. Donc, volatile, ça veut vouloir dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une volatilité de ces molécules, donc c'est une tension de vapeur élevée, du coup, un faible poids moléculaire. Et en plus, comme particularité, elles ont un peu tendance à être hydrophobes, puisqu'il va falloir qu'elles traversent le mucus qui protège donc l'épithélium olfactif. Elles vont avoir une facilité au transfert de masse des produits vers l'air. Donc, on pourra les caractériser par des coefficients de transfert de masse, des coefficients de partage. Donc, déjà, là, à ce niveau-là, on voit que ces composés volatiles, on peut les caractériser par différentes valeurs, différents indicateurs qui nous donneront une idée sur leur capacité à atteindre l'épithélium olfactif. Ça, c'est le premier point. Comme vous savez, on sent beaucoup d'arômes, beaucoup d'odeurs, beaucoup de saveurs. C'est excessivement varié. En fait, cette explication vient du fait que chacune de ces substances chimiques viennent de classes chimiques qui sont propres aux matières premières, aux ingrédients mis en œuvre dans l'aliment et également aux mécanismes de formation qui sont mis en œuvre. Donc, il va y avoir l'influence des précurseurs, l'influence des ingrédients et l'influence des procédés. Donc, ces molécules, on pourra les appeler aussi comme molécules traceurs de ce qui s'est passé au sein de l'aliment. On pourrait citer plein d'exemples. Sur le schéma que vous voyez, on voit toutes les classes chimiques qui peuvent être représentées. On voit, si on prenait l'exemple du pain qui a l'air un peu grillé, qui a l'air d'avoir subi certains phénomènes de cuisson, eh bien, par la réaction de Maillard, donc on aura la formation de certains cycles comme les pyrazines. Si on met des matières grasses et que ces dernières ont tendance à trop s'oxyder, eh bien, par la voie des acides gras et des peroxydes, on aura la formation d'aldéhydes. Donc, on peut voir que ces différentes molécules, si on regarde donc, de quoi est constitué un arôme, on peut avoir une idée donc, des mécanismes qui se sont passés au sein de l'aliment. Et bien sûr, une autre caractéristique, c'est que chacune de ces molécules peut être associée à un descripteur olfactif spécifique et également à une intensité odorante. Donc ça, on voit là sur les petits schémas, il y en a certaines qui portent des notes vertes, il y en a certaines qui portent des odeurs grillées, des odeurs, etc. Et en plus, il y aura une intensité et éventuellement un descripteur qui sera de qualitativement différent suivant la concentration de la molécule. Donc ces molécules volatiles odorantes vont petit à petit nous amener à la notion donc, de molécules clés. Alors, odeur et arôme, on peut se demander, est-ce que des fois, il y a une seule molécule, une seule substance chimiquement définie qui va nous permettre d'arriver à une flaveur, un arôme attendu? Alors, assez simplement, on peut parler de la vanille. Une seule molécule porte l'odeur de la vanille. C'est la vanilline, 4-hydroxyde-méthoxybenzaldéhyde. D'autres exemples nombreux, par exemple la cannelle, cinnamon en anglais, bien, le transcinnamaldéhyde est important. Et alors, assez souvent, aucune molécule ne reflète finalement l'arôme de l'aliment. Par exemple, un pain, si vous faites la différence entre un pain au levain, suivant le type de levain, suivant le type de niveau de cuisson du pain, bien sûr, suivant le savoir-faire de votre boulanger, eh bien, ça sera un ensemble de plein de molécules. Donc, on peut identifier jusqu'à à peu près, tout le monde n'est pas d'accord, mais ce sera à peu près plusieurs centaines de molécules volatiles. Mais aucune molécule ne portera à elle toute seule l'odeur de pain. Et il faudra donc le mélange de différentes molécules avec des odeurs variées. Mais on trouvera aussi bien des notes grillées, beurrées, que de manière plus surprenante, des notes vertes, des notes de champignons ou des notes de rose, par exemple, suivant les levains un peu fleuris qui pourront être ajoutés. Après, on peut aller sur des produits emblématiques, des produits très aromatiques, le vin, le café. Et là, une flopée de molécules volatiles, avec certaines qui peuvent être recherchées et d'autres, au contraire, qui apporteront ce qu'on appelle des off-flavors et qui, au contraire, ne seront pas appréciées par les consommateurs. Donc, dans le cas du vin, on en reparlera tout à l'heure, on aura donc des odeurs bouchonnées avec des molécules comme le trichloroanisole, des tribromoanisols ou de la géosmine. Si on revient maintenant sur mon premier exemple qui paraissait simple, comme la vanille,
est-ce que réellement il y a une seule molécule qui porte la note de vanille? Ben oui et non, parce que c'est sûr que la vanilline, à elle toute seule, porte la note de vanille, mais en fait, si les cuisiniers ou les industriels sont capables de voir la différence de qualité entre différentes vanilles, de différentes origines, qui ont subi différents séchages, des conditions climatiques, eh bien, on aura en fait dans la réalité plus de 500 molécules volatiles qui vont caractériser cette vanille et qui seront responsables donc de l'équilibre et de la signature aromatique de la vanille considérée. Donc, on arrive bien sûr à cette notion de molécules clés importantes dans la définition de cette odeur et cet arôme. Merci Carole. Et pourquoi cela reste si difficile à appréhender? Et quels sont les freins pour bien comprendre les odeurs à partir des molécules? Alors déjà, avec ce que je vous ai présenté, on voit que déjà, les choses ne sont pas simples. Et en fait, elles sont même encore plus complexes qu'elles en ont l'air. Alors pourquoi? Parce que ces composés volatiles, en fait, ils ont des particularités qui est une notion de seuil de perception et de seuil de reconnaissance. Donc ça, c'est défini suivant des normes. Les seuils de perception, ça veut dire à partir de quel moment, de quelle concentration, eh bien, vous reconnaissez que de l'eau ou de l'air qui contient cette molécule va être différente de l'eau ou de l'air pur. Donc ça, c'est déjà une première chose. Il y a la notion de seuil de reconnaissance qui est généralement plus élevée que le seuil de perception, qui est à quel moment vous êtes capable de nommer en fait ce que vous sentez. Ça, effectivement, ça s'apprend. Alors, on pourrait penser que les molécules les plus importantes vont être celles qui vont être, plus importantes d'un point de vue quantité dans l'arôme, vont être celles qui vont être les plus importantes. Et bien ça, ce n'est pas forcément vrai, et même très souvent, ça nous réserve des grandes surprises. Alors, par exemple, le TCA, ou 2,4,6-trichloroanisole, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure en vous disant qu'il y a certaines molécules, par exemple, dans le vin, qui peuvent apporter un goût de bouchon. Alors, pourquoi elles se développent? À partir du liège, il y a des micro-organismes qui se développent, une mauvaise étanchéité, un développement de micro-organismes. Et à ce moment-là, on voit développer ce type de molécules qui apportent des notes moisi-carton, donc forcément des notes désagréables. Alors, si on revient sur la notion de seuil de détection, dans les études bibliographiques, on ne trouvera pas du tout les mêmes valeurs, ça dépend des conditions dans lesquelles sont faits les tests, mais on va avoir des seuils de détection dans l'eau de l'ordre du nanogramme par litre. Dans le vin blanc, ce sera 5-7 nanogrammes par litre. Dans le vin rouge, ça sera un petit peu plus supérieur, 10 à 15 nanogrammes par litre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 1 nanogramme par litre? Donc, ça veut dire 10 puissance moins 9 grammes pour 1000 grammes. Donc, ça veut dire 10 puissance moins 12 grammes par gramme. Donc, on commence à être sur des valeurs tellement faibles qu'on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Donc, pour vous essayer de vous marquer un petit peu, je vais vous montrer ce que ça peut vouloir dire. Si on mettait, par exemple, 2 gouttes de 2,4,6-trichloroanisole dans une piscine olympique, eh bien, à ce moment-là, on atteint son seuil de perception. Et donc, tous les gens qui vont se baigner dans la piscine vont dire « Ah, mais ça ne sent pas très bon, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et ils vont donc tous sortir de la piscine. Donc ça montre vraiment cette notion de 10 puissance moins 12 grammes par gramme. On est sur des notes très, très faibles. Donc, quand on va étudier des composés volatiles, ceux qui vont nous paraître 10 puissance 2, 10 puissance 3, 10 puissance 4 fois, donc 10 000 fois plus abondantes que d'autres, on va se dire peut-être qu'il faudrait qu'on fasse attention à ces molécules. Et en fait, non. Ça peut être des molécules traces qui vont quasiment être très difficiles à détecter. Donc, vous imaginez, ces 2 gouttes dans la piscine olympique, eh bien, quand on étudie un vin, il faut qu'on descende très, très bas au niveau analytique. Donc, l'importance de ces composés volatiles odorants va être du coup à étudier. Et on peut retenir les composés volatiles les plus abondants ne sont pas forcément les plus odorants et les plus importants. Donc ça, c'était déjà un premier défi. Et donc, je vais repasser la parole à Charlotte qui va vous parler des interactions odeur-odeur. Merci Carole. Donc, on a effectivement vu avec Carole que ce qui se passe au niveau perceptif peut être assez éloigné de ce qu'on a mesuré au niveau quantitatif dans les aliments. Et on a beaucoup d'autres exemples de ce type, donc notamment les interactions qui interviennent entre les odeurs. Donc, vous avez vu que les mélanges d'odeurs pouvaient être extrêmement complexes et que souvent l'odeur finale, l'odeur unifiée du mélange pouvait être assez différente de celle des composants.
Donc, il se trouve que ça a été démontré dans plusieurs études, et notamment dans notre laboratoire, où on a étudié justement ces effets d'interaction entre les odeurs et pour montrer comment la qualité odorante pouvait varier depuis des mélanges qu'on appelle hétérogènes, où les deux odorants peuvent être perçus. Donc, A et B, c'est le petit graphique en haut à gauche. Donc on perçoit l'odeur des deux composés, vers des mélanges où on a ce qu'on appelle un accord complet, un accord aromatique, où là, ce sont des mélanges où on va avoir une odeur qui est différente de celle portée par les composants. Donc, je vous ai mis un exemple à droite qui est le mélange ananas. Donc, on a ici de l'éthylmaltol et de l'éthylisobutyrate qui, lorsqu'ils sont mélangés dans un certain ratio, vont donner une perception d'ananas qui est différente de la qualité odorante portée par les composants. Donc, on peut aussi avoir sur ce mélange, donc quand on perçoit uniquement l'ananas, on a une perception qui est dite synthétique ou configurale. Si on perçoit uniquement l'odeur de fraise et de caramel, on aura une perception qu'on dira analytique. On peut ensuite aller vers des perceptions partiellement synthétiques où on pourra percevoir l'odeur de caramel, l'odeur de fraise et l'odeur d'ananas. Donc, je reviendrai ensuite avec un exemple où on a fait des études en neurosciences justement sur ce mélange. Donc, on peut avoir des modifications de la qualité odorante du mélange, donc assez difficile donc, de prévoir comment le mélange va évaluer en termes qualitatifs. Et ensuite, on peut avoir aussi des modifications d'intensité avec des phénomènes d'hyperaddition, d'hypoaddition, des effets de synergie entre les composants ou des effets antagonistes où là, les composants vont empêcher la perception, par exemple, le composant A peut empêcher la perception du composant B en mélange. Donc, il va falloir comprendre comment ces interactions sont mises en place et puis comment on peut aussi essayer de prévoir au maximum comment elles vont intervenir dans des mélanges complexes. Alors ensuite, j'ai mis un second exemple qui porte non pas ici sur des interactions au sein du système olfactif, mais sur des interactions multimodales, donc entre différentes sensorialités. Et celle-ci, c'est une des plus connues, puisque c'est les interactions entre odeur et goût qui donnent souvent lieu à la perception d'une flaveur. Donc ici, le phénomène, je vous en ai un petit peu parlé en introduction, c'est ce qu'on appelle le renforcement de la saveur par l'arôme. Donc certains arômes, certaines odeurs vont être capables de renforcer la perception sucrée ou salée. Donc ici, c'est un exemple de perception salée. Et ce qui a été fait ici par Thierry Thomas d'Anguin, c'est une mesure de différence d'intensité salée entre une solution qui avait une faible quantité de sel et la même solution, mais avec différents odorants. Donc, on a ici des odorants en bleu, donc les barres bleues qui vont faire un renforcement de la perception salée, qui peut être assez forte, puisqu'on est ici sur une échelle de moins 10 à 10, et on a un renforcement quand même de 4 points sur cette échelle, donc c'est assez important. Certains de ces odorants ne vont pas du tout renforcer le salé, donc c'est pas... là aussi, on a du mal, enfin, on essaie de comprendre quels odorants vont renforcer le salé, pour quelles raisons. On suppose qu'il y a des effets d'exposition à ces odorants. Et puis, enfin, d'autres, comme la carotte, vont plutôt diminuer la perception salée. Donc, voilà, des odorants qui peuvent vraiment modifier la perception globale aromatique, mais aussi la perception gustative d'un aliment. Alors, un dernier point, si j'arrive à passer la slide. Voilà, donc là, je vous ai montré un exemple sur le salé. On a vu, dans d'autres laboratoires, on montrait aussi ces effets-là sur d'autres saveurs. Donc, on a montré ça aussi sur le sucré, sur l'acide. Donc, le sucré avec des arômes de fraise, vanille, caramel, et l'acide avec un arôme de citron. Et le salé, il y a eu aussi beaucoup d'études avec différents arômes qui ont été testés. En dernier frein aussi sur ces études, ce qui est lié à ces mécanismes, notamment olfactifs, où l'ensemble de ces processus qui sont liés à la flaveur sont non conscients. Donc, il est extrêmement difficile d'interroger les participants sur leur perception. Je vous ai expliqué aussi en introduction qu'on n'avait pas de sémantique liée aux odeurs, donc il faut déjà se mettre d'accord sur la sémantique autour des arômes. Ensuite, avoir des processus pour interroger les participants, alors que ces processus sont généralement non conscients. Donc, si je vous demande, par exemple, de réfléchir à votre dernier repas en termes d'arômes,
c'est extrêmement difficile, sauf si vous êtes expert de l'aromatique, mais c'est extrêmement difficile de retenir les arômes qu'on a pu percevoir lors de nos derniers repas, alors que visuellement, je pense que vous vous souvenez très bien de quels aliments vous avez mangé. Donc ça, c'est un exemple du fait que ces processus sont non conscients, donc difficiles à mesurer en évaluation perceptive, en évaluation sensorielle, et il est intéressant d'aller voir ce qui se passe au niveau des mécanismes neuronaux pour comprendre l'ensemble de ces mécanismes. Et donc ici, c'est un schéma théorique de cet traitement de la flaveur, et je vous ai mis un exemple justement sur le renforcement de la saveur par l'arôme, où on a ici deux aliments, un aliment, la vanille avec du sucre, qui va pouvoir aller stimuler donc, le cortex olfactif et le cortex gustatif. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des aires intégratives qui vont pouvoir aller réactiver le cortex gustatif par cette boucle de rétrocontrôle et aller augmenter l'activité dans le cortex gustatif pour avoir une perception sucrée plus importante. Donc ça, c'est une théorie qu'on est en train de tester avec différents instruments de neurosciences que je présenterai ensuite. Merci. Et donc, qu'est-ce que vos travaux peuvent apporter pour mieux comprendre comment se construit la perception olfactive et gustative? Donc, on a différents outils pour mesurer ces mécanismes cérébraux autour de la flaveur. Donc là, c'est un exemple en électroencéphalographie. Donc, l'électroencéphalographie, on pose des électrodes à la surface du scalp et on va mesurer directement l'activité cérébrale qui est en lien avec des stimulations en bouche. Donc, on voit ici un petit tube qui arrive en bouche sur la photo à droite. C'est un tube qui vient d'un gustomètre. On va pouvoir envoyer des solutions qui contiennent des molécules sapides et des molécules odorantes. Et on peut donc ensuite enregistrer l'activité cérébrale liée à cette perception. Donc, sur le graphique, on voit ici un potentiel évoqué qui est lié à une stimulation aromatique et sapide. Donc, la courbe bleue représente une stimulation avec seulement du sel et la courbe orange représente une stimulation avec du sel et un arôme bouillon de bœuf, pour lequel on a vu qu'il y avait une augmentation de l'intensité salée. Et nous, ce qu'on voulait voir, c'est voir à quel moment cette odeur et ce goût étaient intégrés au niveau cérébral. Ce qu'on a constaté, c'est que lors de ce traitement cérébral, on a des pics qu'on nomme de façon usuelle P1. Il y en a d'autres que je n'ai pas identifiés ici, et P3. Ces pics représentent des moments où les neurones, un large groupe de neurones va se synchroniser pour traiter l'information. Et on voit qu'ils arrivent à des moments différents du traitement cérébral. Donc, le pic P3, c'est un pic tardif qui est lié à des zones intégratives de haut niveau et des zones aussi de traitement cognitif de haut niveau, donc qui vont amener les aspects émotions, tout ce qui est mise en mémoire et réactivation de la mémoire. Le pic P1, quant à lui, c'est un pic très précoce, donc il arrive en général vers 100 millisecondes, et il est lié vraiment au traitement des zones gustatives et olfactives primaires. Donc, on aura ici l'information sur des zones très primaires du traitement, alors que le pic P3, c'est sur des zones vraiment plus tardives et intégratives. Ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas de différence. Donc ici, on ne voit pas les deux courbes, mais elles sont en fait superposées. On n'a pas de différence sur les traitements précoces de la flaveur. Donc, il semble qu'il n'y ait pas de modification lorsqu'on ajoute l'odorant sur ces traitements précoces. Par contre, on voit que sur ce pic P3, on a un délai d'à peu près 20 millisecondes. Et ces 20 millisecondes, ce n'est pas du tout anodin au niveau cérébral, au niveau de traitement neuronal, puisque ça représente un traitement vraiment plus important, avec, on suppose, un nombre de synapses impliquées plus importante. Et on suppose que donc il y a eu ici le phénomène d'intégration de l'odeur du goût, voire cette boucle de renforcement dont je vous ai parlé, qui peut aller réactiver le cortex gustatif grâce à l'arôme. Donc, on peut confirmer ici que cette intégration se fait plutôt dans ces zones intégratives de haut niveau et sera potentiellement plus sensible au contexte dans lequel l'odeur et le goût ont été expérimentés, donc plus sensible à des modulations environnementales, sensible aussi aux aspects émotionnels, etc. Donc, voici un deuxième exemple des travaux qu'on peut mener en neurosciences sur la flaveur. Ensuite, on a mené d'autres
d'autres travaux sur les interactions odeur-odeur. Donc, je vous ai parlé du mélange ananas. On a ici testé comment ces perceptions, soit analytiques, où on percevrait uniquement l'odeur de la fraise et du caramel, et la perception synthétique, où on perçoit l'odeur de l'ananas, pouvaient être modulées par une exposition de type implicite, c'est-à-dire qu'on pourrait être exposé dans une pièce à ces odorants sans être explicitement savoir qu'on doit percevoir ces odeurs, puis percevoir ni l'ananas, la fraise et le caramel. Donc, les participants ont été exposés sur 2 séances à ces odorants, soit séparément, donc il y a un groupe qui était exposé de façon séparée à la fraise et au caramel, un groupe qui était exposé en mélange à la fraise et au caramel, et on suppose que pour ce groupe, il y aura une perception synthétique plus importante, alors que dans le groupe exposé aux odorants séparés, il y aura une perception analytique plus importante. Ensuite, les 2 groupes de participants ont été enregistrés dans un IRM fonctionnel. Donc, ils ont reçu des stimulations au mélange et aux composants séparés, et on a pu récupérer ces images et les comparer pour ces 2 groupes. Ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y a une zone particulièrement qui est fortement impactée par l'exposition au mélange lorsque on enregistre la réponse cérébrale à ce mélange. On voit que dans le groupe qui a été exposé au mélange, ce gyrus frontal intérieur et la partie orbitale de ce gyrus est plus fortement activée. Et cette zone-là est importante dans la mise en mémoire des perceptions. Et on suppose qu'elle fait le lien notamment entre d'autres zones cérébrales qui vont permettre l'intégration cérébrale, puis cette mise en mémoire. Donc, on suppose que ce groupe a eu effectivement un renforcement de cette perception synthétique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'exposition, même relativement faible et sur peu de temps, peut moduler assez fortement la perception. Donc, on a aussi une mise en évidence que finalement, il y a une certaine plasticité dans ces phénomènes, en tout cas au niveau des odeurs, des interactions odeur-odeur. Donc, je repasse la main à Carole, qui va nous parler des composés volatiles et de leur analyse. Merci Charlotte. Donc, je vais revenir effectivement sur ces petites molécules. Donc, ces petites molécules, on va donc, si on prend un aliment, on va pouvoir les extraire. Et l'idée, ça va être d'essayer de les analyser le mieux possible. Donc, pour les analyser le mieux possible, une des premières missions de l'analyse, ça va être donc de séparer ces différentes molécules. Donc, une technique séparative de choix, c'est la chromatographie en phase gazeuse, la CPG. Et on voit ici donc, un système assez simple qui peut être mis en place, qui est très largement pratiqué maintenant depuis près d'une trentaine d'années. On peut faire donc une détection de type FID, Flame Ionization Detector, donc détection à ionisation de flamme, donc détecteur universel, qui va permettre donc de quantifier les différentes molécules volatiles. C'est ce qu'on voit là au fur et à mesure de leur émission. Alors, les quantifier, c'est bien, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de les identifier. Donc, on peut passer des standards, on peut regarder ce qu'il y a en bibliographie avec les indices de rétention. On pratique généralement le couplage GC-MS, donc un couplage avec la spectrométrie de masse. Donc là, on voit ici avec un simple quad comment on peut obtenir donc, des spectres de masse pour chacune des molécules qui va être séparée. Et chacun de ces spectres de masse va correspondre à une capacité de la molécule à se fragmenter et puis à se réassembler, et donc va être caractéristique de la molécule analysée. Alors, c'est vrai qu'au niveau de notre laboratoire, effectivement, on a de la GCFID, on a de la GCMS. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va chercher des molécules à l'état de trace. Il va être intéressant de gagner aussi en sensibilité. Donc, on va avoir aussi des GC avec des spectromètres de masse à temps de vol, time of flight. On va aussi, comme il y a un risque, comme il y a beaucoup de molécules, il y a des risques d'avoir des coélutions, donc que une molécule soit séparée, mais sur le même temps de rétention. Donc, on peut passer sur de la compréhensive GC, donc la GC-GC, pour aller très finement comme ça sur de l'analyse. Donc, ça, c'est déjà un premier pas qui est analyser les substances chimiques à l'origine de cette réponse sensorielle, qui nous permettent d'obtenir un chromatogramme. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que ces molécules étaient aussi odorantes et qu'il pouvait être intéressant de regarder parmi ces molécules celles qui permettent d'obtenir une réponse sensorielle,
Ben, l'idée peut être aussi donc, de faire ce qu'on appelle la GC olfactométrie ou GC sniffing en anglais, qui consiste à mettre un juge humain en sortie de colonne chromatographique. Donc, pour lui donner un certain confort, il va y avoir aussi un apport d'air humidifié pour ne pas dessécher sa muqueuse olfactive. Il ne va pas pouvoir faire ça non plus sur des temps trop longs parce que sinon il risque de fatiguer. Et sans qu'il ait connaissance de ce qui se passe au niveau instrumental, il va signaler lorsqu'il sent une odeur et essayer de caractériser au mieux l'intensité odorante et le descripteur odorant. Donc, on voit ici le dessin après traitement d'un aromagramme où cette fois-ci, on a quelles sont les molécules, enfin, quelles sont les zones odorantes, pardon, qui sont apparues lorsqu'on a fait intervenir ces différents juges. Alors ça, c'est intéressant, mais ça a différentes contraintes. C'est intéressant, bien sûr, de coupler l'instrumental et le sensoriel, mais il va falloir parfaitement arriver à les corréler entre eux, parfaitement corréler le chromatogramme avec l'aromagramme. Donc, au sein de notre laboratoire, on a développé un outil dans l'objectif que le juge n'ait absolument pas à parler et qu'il puisse donner le maximum d'informations, donc en saisissant l'ensemble des données de manière informatique. Donc, ce qui nous a paru le plus pertinent, c'est finalement d'avoir accès à une roue olfactive qui permet de décliner différentes pôles sensoriels. Donc, par exemple, là, dans ce que je vous ai donné, puisqu'on est sur l'exemple du vin, on voit que le pôle sensoriel rouge a été très fortement développé. Donc, c'est un pôle fruité. Donc, si vous voyez sur le bas à gauche donc de la roue qui est apparue sur l'écran, ben, vous pouvez voir donc, la zone fruitée, écrit en majuscule, fruity, eh bien, elle a été déclinée sur les descripteurs sensoriels susceptibles d'être trouvés dans ce vin. Et puis, il y a quand même la présence de tous les autres gros pôles olfactifs pour que la personne ait de manière exhaustive l'ensemble des descripteurs sensoriels. Alors, je vais vous montrer rapidement comment fait la personne. Au niveau, donc vous voyez avec la petite souris là, qui vient d'apparaître, au début de l'olfaction, la personne est sur une zone centrale, donc une zone qui est non odorante. Ça veut dire que tant qu'elle reste dans cette zone-là, elle ne sent aucune odeur. À partir du moment où elle sent une odeur, la consigne est finalement assez intuitive, elle rentre dans la zone colorée, dans la zone de la roue. Et là, elle a du coup tout le temps de se positionner au niveau du descripteur olfactif qui lui paraît le plus pertinent. Et puis, comme vous pouvez le voir, il y a aussi une possibilité de graduer sa réponse. C'est-à-dire que plus elle va être près du centre, plus ça voudra dire que l'odeur est plus intense. Et plus elle va être vers l'extérieur du centre, plus ça va être que l'odeur est intense. Donc là, en l'occurrence, elle va finalement s'arrêter à la zone où il y a la petite main pour dire, bien, je sens une odeur fruitée qui est relativement intense. Et elle va cliquer pour asseoir la décision qu'elle vient de prendre. Et quand elle aura fini de sentir la zone odorante, eh bien, à ce moment-là, elle revient dans la zone centrale pour signaler la fin de l'odeur. Donc, vous voyez ici écrit en anglais, on a pu comme ça identifier différentes valeurs. Le début, donc le temps de l'apparition de la zone odorante, l'intensité de la perception, donc là en l'occurrence 6 sur 10, le descripteur fruit exotique et la durée de cette sensation odorante. Donc ça va nous permettre de tracer automatiquement par informatique un aromagramme. Donc on peut voir, on peut voir des intensités odorantes, on peut voir les nombres de détection et vous voyez même sur ce dessin où on voit apparaître les zones colorées qui correspondent avec le même indicateur de couleur que ce qui a été identifié par là. Donc ça, c'est un gain de temps pour l'analyste et ça va surtout nous permettre de pouler, de sommer les réponses des différents juges pour essayer d'avoir un consensus le plus éclairant possible. Donc là, en l'occurrence, puisque le panéliste identifiait l'odeur de banane, eh bien, on pourra identifier une molécule, par exemple une molécule estérifiée qui correspondra à cette odeur de banane. Donc ça, c'est un système qu'on a appelé AromaWheel et on a breveté. Donc là, on voit déjà une avancée qui est sur, parmi les composés, quels sont ceux qui sont potentiellement odorants et comment peut-on les caractériser. Mais comme l'a expliqué Charlotte, il y a aussi une deuxième complexité
qui est que les molécules, eh bien, dans la réalité, on va les sentir en mélange. Donc, on s'est assez vite intéressé à cette problématique. Donc, c'est vrai que dès 2004, on avait essayé de bidouiller, de préparer quelque chose qu'on avait appelé le GC-GOOD, de Global Olfaction Omission Detection, pour finalement, à partir d'un chromatographe, eh bien, arriver à récupérer des molécules volatiles, mais pas n'importe lesquelles, celles qu'on pourrait sélectionner, d'autres qu'on pourrait omettre. Donc, on avait bricolé quelque chose de ce type-là. Alors, on a ensuite perfectionné le système, et donc on a appelé ce système le GC Innocent, et on l'a breveté, donc il a aujourd'hui différents brevets internationaux et européens, et il nous permet donc de pouvoir à façon switcher et remélanger les molécules volatiles, donc qui sont naturellement présentes dans cet extrait, pour avoir un extrait avec l'omission de certaines molécules, l'addition de certaines autres molécules, et tout ça en même temps qu'un calage et une identification donc par spectrométrie de masse. Donc ça c'est assez intéressant, parce que c'est vrai que peut-être parmi vous, il y en a qui vont dire finalement le remélange de molécules volatiles, c'est ce que savent faire les nés ou les aromaticiens. Mais les nés ou les aromaticiens, quand ils travaillent à partir de molécules volatiles qu'ils ont achetées donc dans le commerce. Donc des molécules qui sont synthétisées, des molécules qui souvent sont des racémiques, des mélanges d'énantiomères. Et puis parfois, de toute façon, on ne peut pas se procurer ces molécules puisque de toute façon, le monde industriel n'est pas capable de les synthétiser. Là, par contre, l'avantage, c'est qu'on est issu d'un produit alimentaire et que finalement, ces molécules qu'on va séparer, omettre ou regarder l'influence de leur ajout, ce sont des molécules qui sont naturellement présentes et qui ont naturellement été formées dans la ligne. Merci. Et qu'est-ce que ces nouvelles méthodes apportent en plus aux entreprises? Alors, au niveau des entreprises, on peut faire plein de choses. Donc, déjà, je vais prendre un exemple qui est on pourrait s'occuper de plein de produits alimentaires différents. Et moi, je vais vous parler d'une réponse à une problématique industrielle, réponse sur la valorisation, donc c'est le cas de développement durable, valorisation aromatique de coproduits, par exemple, d'origine marine, donc de coproduits issus de saumon. Donc, on a publié ces résultats en 2020. Et on voit ici, donc, on peut traiter cette matière première de saumon. Donc, on peut la processer, donc à partir de matériel brut. On peut finalement, d'un point de vue industriel, faire de l'hydrolyse. On peut faire des réactions de Maillard. Et in fine, on va obtenir différents hydrolysats. Donc là, on voit un plan d'expérience qui a été mis en place à l'Ifremer, et l'Ifremer de Nantes, qui a permis de générer 20 échantillons d'hydrolysats différents. Et donc, ces 20 hydrolysats différents, ils vont avoir en fait différentes caractéristiques sensorielles différentes. Donc, si on fait une analyse, une évaluation sensorielle, simplement en les faisant sentir par différents juges, eh bien, les juges vont pouvoir identifier des descripteurs plus ou moins intenses suivant les différents hydrolysats. Donc, on retrouvera des notes, bien sûr, poisson gras, mais aussi des notes grillées, brûlées, rances, etc. Alors, ça, c'est une première analyse sensorielle. On peut aussi faire ce que je vous ai présenté en début de mon exposé, l'analyse des composés volatiles. Donc, on voit ici un chromatogramme GC, MS, FID, donc chromatographie phase gazeuse, spectrométrie de masse et détection à ionisation de flamme, après une extraction par solide phase micro-extraction. Et on aura donc ainsi le nom des différentes molécules volatiles qui caractérisent et la quantité de ces molécules volatiles dans ces différents hydrolysats. Alors, dans la publication qu'on a faite dans Food Research International, l'idée était d'utiliser des méthodes statistiques adaptées, donc des méthodes de type random forest ou de type régression, qui permettent, donc comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, de relier les analyses sensorielles et les analyses instrumentales. Et finalement, de regarder donc, quelles sont les molécules, donc molécules finalement qu'on va dire clés, qui vont permettre, lorsqu'on ajoute une molécule avec une autre, puis avec une autre, etc., quelles sont celles en fait qui permettent de faire basculer le profil odorat plutôt vers certains descripteurs, tandis que le mélange d'autres molécules volatiles est relié à d'autres descripteurs volatiles.
Donc, on va pouvoir donner ainsi un poids à des mélanges de molécules volatiles et prédire quelles sont les caractéristiques odorantes des hydrolysats pour pouvoir en faire quelque chose qui sera intéressant d'un point de vue industriel. Donc, on voit en termes de problématiques industrielles, il va être possible soit de valoriser aromatiquement ces coproduits, alors par exemple en générant des facteurs d'appétence, par exemple pour le monde animal, etc. Ou alors, au contraire, de vouloir minimiser au maximum des descripteurs odorants parce qu'on voudra en faire une valorisation alimentaire ou cosmétologique, où on voudra qu'il y ait le minimum de flavor, le minimum d'odeur. Donc, on voit là clairement un gain de temps et une efficacité dans l'identification de ces molécules pour prédire le profil sensoriel du produit qu'on voudra analyser. Donc ça, c'est une première chose que je voulais vous présenter, où vous pouvez voir, on utilise simplement l'analyse sensorielle et l'analyse instrumentale de manière simple. Alors, je vais vous présenter maintenant d'autres travaux où on voit l'intérêt, cette fois-ci, des méthodes olfactométriques. Donc là, on est sur un programme, Innovaroma, un programme sur le vin, où l'idée était d'identifier les signatures aromatiques de différents vins. Et donc, vous avez ici donc, deux résultats. Vous avez en partie supérieure, donc en zona, un aromagramme qui permet, si vous vous rappelez, de dire combien de juges à cet instant T sentent la zone odorante. Et puis, vous avez un regard en dessous, en zone B, le simple chromatogramme, où cette fois-ci, on a l'identification et la quantification des molécules volatiles. Donc, on peut voir apparaître l'intérêt d'identification de molécules clés, comme par exemple l'isobutylméthoxypyrazine, qui va apporter notre pyrazique, un poivron vert, et qui va être clé dans la signature aromatique du cabernet. Donc ça, c'est déjà une première avancée, puisque ça va pouvoir orienter la formulation au procédé par l'optimisation sensorielle d'une sélection judicieuse de matières premières et de procédés, et de comprendre les mécanismes de formation au sein de l'aliment par le suivi de ces molécules volatiles. Donc, première chose, utilisation de l'olfactométrie. Alors, on peut aussi pousser les choses plus loin. Donc là, vous voyez des travaux donc, où on a poursuivi là-dessus, où cette fois-ci, on a utilisé le système que je vous ai présenté de recombinaison, donc le système GC Innocent. Et cette fois-ci, de remélanger les différentes molécules odorantes. Et donc, on voit comment il est possible donc, de sélectionner certaines molécules volatiles ou d'en omettre d'autres et de voir finalement comment on peut aller sur ces notes assez particulières. Je repasse la parole donc à Charlotte. Alors, je pense qu'on ne m'entendait pas. Voilà, très rapide, dernière slide. Donc, juste sur les aspects renforcement, odeur et goût. Bien sûr, ces travaux sur les neurosciences sont intéressants puisqu'ils permettent de mieux comprendre ces interactions et de pouvoir utiliser ce renforcement du goût par l'odeur dans la reformulation d'aliments. Donc ça, c'est un petit exemple où on a justement pu diminuer les quantités de sel. C'était dans une soupe de petits pois de façon de 25%, tout en maintenant l'intensité salée à un niveau, au même niveau qu'une soupe avec une concentration de sel usuelle, normalement utilisée dans ces soupes. Voilà, donc ici, c'était particulièrement un arôme de bacon qui fonctionnait particulièrement bien, alors que les autres marchaient un peu moins bien. Donc ici, intéressant pour diminuer les quantités de sel et de sucre qui sont maintenant des demandes importantes dans la formulation des aliments. Et enfin, quels défis reste-t-il à surmonter et pourquoi ? Alors, dans les défis, on en a déjà parlé depuis le début, mais effectivement, même si on voit qu'on avance sur la prédiction des perceptions des odeurs et des arômes à partir de l'odorant, on n'est pas encore arrivé à faire cela. Donc, je vais donner les exemples ici d'autres types de perceptions, donc en vision et en édition. Donc, en vision, en connaissant les fréquences de longueur d'onde, on peut prédire approximativement la catégorie de couleurs qui sera perçue. Pour le son, on aura à partir des fréquences sonores, on pourra prédire
les notes qui seront entendues. Pour les odeurs, malheureusement, on ne peut pas encore prédire l'odeur à partir des molécules odorantes et puis à partir de la connaissance de cette molécule odorante seulement. On a vu à travers tous les exemples qu'on a donnés qu'il y avait beaucoup d'autres mécanismes en jeu dans cette perception qui est extrêmement complexe, mais il est intéressant de continuer à travailler là-dessus et les travaux notamment de Carole montrent aussi les techniques qui sont développées pour aller dans ce sens-là. Je vais aller vite, je vais rassurer Catherine. Donc, effectivement, il reste encore beaucoup de défis. Moi, je vous ai présenté des techniques analytiques. Donc, pour aller assez vite, je n'ai pas du tout parlé des techniques d'extraction. Donc, on ne passe pas l'aliment directement dans le système analytique. Donc, choisir la bonne technique d'extraction, c'est un défi. Donc, l'idée est souvent pas forcément d'avoir le maximum de composés volatiles, mais d'avoir un extrait représentatif du produit de départ. Donc là, c'est la slide qui montre que certaines techniques peuvent être préférées par rapport à d'autres. Il faudra que cette technique soit aussi sensible et répétable. Donc, premier défi du choix de la méthode d'extraction. Et puis, ça vient aussi se complexifier parce que, suivant si on va analyser l'odeur et l'arôme, on peut avoir envie aussi donc d'utiliser pas forcément que des techniques qui font de la perception orthonasale, mais aussi des techniques qui permettent d'étudier la perception rétronasale, par exemple, par le développement de stimulateurs de mastication. Donc, on a développé ainsi un artificial stimulator, donc Amadeus. Donc, voilà un peu toutes les différentes techniques qui peuvent être utilisées. Donc, avec Charlotte, on a choisi de vous rappeler ici tous les différents outils qu'on vous a présentés l'une et l'autre. Et puis, je voulais plus particulièrement aussi remercier tout l'ensemble de mes collègues au niveau du laboratoire, donc doctorants, techniciennes, parce que le plateau analytique, ça tourne aussi avec les techniciens, donc Catherine et Cécile, mes collègues maîtres de conférence, Clément et Laurent, et puis plus particulièrement Cécile et Angélique, qui sont ingénieurs de recherche et qui ont été impliqués dans les travaux que j'ai présentés aujourd'hui.